Mashishka, village de l'arrondissement de Logon-Birni, région de l'extrême nord du Cameroun. Ici, à 60 minutes de Kousséri, non loin de la frontière avec le Tchad, une cinquantaine de villages dévastés en 2021 par des affrontements entre Mousgoum et Arabes Choua. Regardez comment les murs là sont écroulés, les maisons tollées là, ils ont brûlé, tout. Maintenant là, tu m'as trouvé, n'est-ce pas? Ça, c'est les habits que je portais là, c'est ça qui restait chez moi. Nous avons beaucoup perdu. Le mil, le riz, les motos, les bœufs, on a beaucoup perdu. C'est le conflit intercommunautaire le plus meurtrier de l'histoire entre ces deux communautés. Les événements ont été d'une rare violence. Au moins une vingtaine de morts, une centaine de blessés et une quarantaine de villages incendiés d'après diverses sources. À l'origine, un désaccord sur les modes d'exploitation de ces points d'eau employés par les pêcheurs et agriculteurs Mousgoum pour se procurer du poisson et par les éleveurs Arabes Choua pour le breuvage du bétail. On fait la pêche avec ce trou là. On a creusé dans un lieu un peu bas et que le poisson là vient en saison chaise là, ça réunit là-bas. Bon, quand on fait la pêche là, ça fait déjà presque beaucoup des années qu'on utilise ça, c'est notre métier. Nous ne voulons pas de ces trous parce que nos bœufs viennent tomber dedans et meurent. Chacun doit pêcher, mais nous ne sommes pas d'accord qu'ils creusent ces trous. En quelques jours, 8000 personnes environ ont fui les exactions de part et d'autre en direction du Tchad. 12 000 se sont dispersés vers d'autres localités de la région de l'extrême nord. Plusieurs mois après les violences, la tension reste permanente. L'État doit délimiter les villages. Chacun doit connaître son espace pour que la terre ne devienne pas une source de conflit pendant longtemps. This is a problem that is very acute in the northern region of Cameroon, whereby cattle rearers, the farmers, and the fishermen, they compete for the same space. And this is all about land. And at times conflicts will emerge because of the competing use, of these spaces. Depuis des décennies, l'extrême nord en particulier et le septentrion camerounais en général sont confrontés à d'importants défis climatiques à l'origine de conflits fréquents entre les éleveurs et les agriculteurs. C'est la face la plus visible d'un véritable iceberg, la question foncière. En 2011, le gouvernement camerounais s'est engagé dans un processus de mise à jour des lois relatives aux terres, aux forêts, aux mines et à l'environnement. Lancé en 2017 et cofinancé par l'Union européenne, le projet Landcam s'est impliqué dans le processus. Mis en œuvre par l'Institut international pour l'environnement et le développement, IIED, le Centre pour l'environnement et le développement, CED, et le réseau de lutte contre la faim au Cameroun, RELUFA, avec l'appui d'associations locales, le projet Landcam a permis de collecter, d'analyser et de documenter les facettes de la question foncière dans le septentrion camerounais. L'Adamawa, le nord et l'extrême nord, 3 régions aux particularités humaines et géographiques, 3 destins croisés par le facteur climatique. Les données actuelles disent que les 3 régions septentrionales du Cameroun ont un niveau de dégradation de terres estimé à près de 8 millions d'hectares. Ça signifie que c'est vraiment très important. Et ces terres dégradées ne concernent pas tout simplement les terres agricoles, mais c'est en fait toutes les terres qui sont utilisées par l'homme pour les différentes utilisations pour son économie. Par exemple, dans l'Adamawa, qui est réputée être une région d'élevage, on s'est rendu compte que même les pâturages sont dégradés. Et dans cette estimation-là, ces pâturages aussi sont inclus. On a une minorité de la population qui a des attentes différentes. C'est des populations qui sont nomades ou semi-nomades. Vous voyez parfois des éleveurs le long des routes qui partent d'un point à un autre derrière un troupeau. C'est des éleveurs transhumants qui parfois sur une année peuvent faire 1000 à 1500 km.
Quelle est la nature des droits sur la terre dont ils ont besoin? Est-ce que c'est un titre foncier sur 500 mètres carrés? De toute évidence, non. Ils ont besoin d'avoir un accès sécurisé à des zones de pâturage, avec des herbes, avec de l'eau. Ils ont besoin d'avoir un accès, d'avoir des pistes de transhumance qui sont clairement indiquées, délimitées, par lesquelles ils peuvent passer sans avoir de conflit avec les agriculteurs autour d'eux. C'est une approche totalement différente. C'est des besoins différents qui n'ont rien à voir avec les besoins de la majorité. Et ces solutions-là sont très faiblement prises en compte dans la législation. Frontaliers avec la Centrafrique, le Tchad et le Nigeria, les trois régions du Nord représentent plus d'un tiers de la superficie du Cameroun et concentrent 34% de sa population. Adossé sur le bassin du lac Tchad, le septentrion s'est construit au confluent de plusieurs rencontres entre peuples, cultures, langues et civilisations. Des rencontres au gré des déplacements de populations en quête de ressources et de surfaces de plus en plus rares. Il y a des zones où aujourd'hui, des terroirs villageois aujourd'hui, où on a atteint la saturation foncière. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace possible pour faire une extension d'activité, que ce soit agricole ou pastorale, parce que les terres sont finies. Et il y a une croissance démographique continue, et cette croissance démographique continue se solde parfois par, le plus souvent d'ailleurs, par des mouvements de départ des populations vers les zones où l'espace est encore disponible. Le problème de migration devient aujourd'hui un problème crucial parce que cette migration qui avait commencé légèrement autour des années 70 s'est accentuée avec le phénomène du changement climatique qui s'est ajouté au phénomène de la sécheresse et qui impacte donc négativement sur les ressources naturelles. Djaba, dans le nord Cameroun, tout comme la plupart des villages voisins, cette localité située à mi-chemin entre Garoua et Ngaoundéré voit sa population considérablement augmenter chaque année. Comme le montrent les chiffres compilés par le centre de santé local, la population de Djaba s'accroît de plus de 800 habitants par an. Je viens de Guidère. La terre n'est plus fertile là-bas. J'ai 40 enfants en vie, car j'en ai perdu 10. Je suis arrivé ici parce que j'ai appris que la terre est fertile. Ici, je parviens grâce à l'agriculture à envoyer mes enfants à l'école. Ils m'ont attribué un champ et un endroit où habiter. Voilà ma maison. Moi, je suis venu ici, c'est le problème de Boko Haram, chez nous là-bas à l'extrême nord, dans l'arrondissement de Mahamuskota, précisément aux frontières nigériennes. Donc, nous étions menacés, donc on a fouillé dans le coin, on est venu ici, bon, on a trouvé une place. Même s'il n'y a pas beaucoup de champs, le problème est que si on peut seulement se reposer et bien dormir avec les enfants. Donc c'est ça qu'on est venu donc, ici. Bon, et on nous a pris, on nous a donné aussi la place et un peu aussi de partiel pour cultiver. Donc on a vu que bon, c'est bon. Dans les villages d'accueil, les migrants se voient offrir des terres à titre provisoire. Quand les gens ont commencé à venir, j'ai alerté le Lamido. C'est le Lamido qui nous a donné l'autorisation de donner des terres. Cela depuis une dizaine d'années environ. À présent, nous n'avons plus de terres cultivables.
Mais les migrants ne font qu'arriver. Nous leur donnons toujours de l'espace où habiter. Ce n'est pas définitif. On précise bien, ce n'est pas définitif. Si tu restes et que tu as donné des enfants, et que tu meurs, on ne peut pas quand même venir le grand matin chasser tous ces enfants, malgré quand même la conscience humaine. On peut tolérer et laisser ces enfants-là aussi continuer. Mais pour qu'ils mettent dans leur tête, il n'y a pas de vente. S'il a beaucoup investi, même s'ils mettent ça en location, tôt ou tard, il faut qu'il sache que ce n'est pas pour lui. Je suis à 37 hectares. On est venu trouver l'endroit qui est bien, les bœufs dormaient là. C'est bien que ça devait labourer. Je suis venu m'engager, j'ai coupé. On a commencé seulement à travailler dessus. Le terre, je n'ai pas payé. Ça appartient à l'État. Je suis venu aussi, comme je suis aussi de l'État. C'est là que j'ai commencé à travailler. Parti un jour de cette terre, Passa Lamon, agriculteur du village Madagalir, à la périphérie de Lagdo, ne l'imagine à aucun moment. Il y a 40 ans, cet ancien chauffeur est arrivé de Kaélé dans la région de l'extrême nord en quête d'emploi. Aujourd'hui, Passa Lamon est un véritable propriétaire foncier. Nous, les planteurs aussi, on ne peut pas louer même endroit à une seule personne jusqu'à 3-4 ans. Parce que tu loues les mêmes places à la personne jusqu'à 3-4 ans, il peut dire que c'est à son terrain. Donc, s'il veut le champ, il loue cette année ici, l'année prochaine, tu lui donnes un endroit. Parce que sans ça, il a tout ça tout le temps, 4 ans. Les enfants aussi vont dire que c'est son champ. Ça va donner le bruit. Donc, on ne loue pas sur les mêmes endroits, même année, même année. On se déplace avec pour que l'enfant me sache que ça, ce n'est pas le champ de son père. Les précautions des exploitants migrants pourraient s'avérer insuffisantes dans l'avenir. La moitié de la région du Nord est occupée par des aires protégées, un vivier de conflits liés aux fonciers. En début de saison, quand mon frère était en train de cultiver, les éco-gardes sont arrivés. Ils l'ont arrêté, l'ont bastonné et l'ont conduit en cellule. Il a fallu que je débourse 80 000 francs pour qu'il soit libéré. Dans les zones qui sont attenantes au parc, les gens sont installés dans des zones d'intérêt synergétique. Il n'y a plus de couloirs, il n'y a plus de corridors, il n'y a plus de couloirs écologiques. C'est-à-dire bientôt, d'ici peut-être 2-3 ans, le parc du Faro va être définitivement séparé du parc de la Benue. Or, lorsqu'on a mis en place, dans les années 1930, ces aires protégées, c'était justement d'assurer la connectivité entre les trois, jusqu'au Tchad, je veux dire entre les quatre, parce qu'il y a un parc de Ourasena au Tchad. Et donc, si on continue en maintenant ces limites, sans tenir compte des réalités qui sont tout autour, je crois qu'on va arriver à une situation où un jour, il y aura un conflit ouvert entre ceux qui sont en charge. On en a déjà observé à Banda en 2017. La question c'est, est-ce que ces aires protégées ont été faites de manière consensuelle? C'est une réelle question. Ou est-ce que c'est une volonté centrale qui s'est imposée à la région? Donc, et là, on fait appel également à des engagements internationaux que le Cameroun a pris. Dans les régions du Nord et de la Damawa, des champs agricoles sont transformés en sites d'extraction artisanale d'or. La course au trésor creuse le déficit en terre. C'est plus de 50 ans que les gens travaillent de l'or ici. Il y a beaucoup de sites d'orpaillage partout, derrière ici, même devant là. De l'autre côté du goudron aussi, il y a les sites d'orpaillage. Quand ça tourne comme ça, il y a le sol jaune, sol rouge qui sort en haut là.
ça n'a plus encore, ce n'est plus encore fertile. Même si tu sèmes là-bas, tu perds ton temps pour rien. Près du périmètre irrigué de lac d'eau, le plus grand barrage hydroélectrique du Septentrion offre une vue majestueuse. Dans les années 80, la construction du barrage a drainé d'importantes vagues de population de l'extrême nord. Le périmètre irrigué a été aménagé sur 1000 hectares. Il devait profiter en priorité aux populations locales et aux ouvriers employés dans la construction du barrage. Avant les barrages, là, on a des champs sorgho, les maïs, les milles, là, beaucoup. Mais maintenant, ils ont tout retiré. Ils ont fait les périmètres, ils ont cultivé les riz. Une personne qui a beaucoup des enfants, qui a un quart. Avant, là, nos parents qui ont beaucoup de hectares. Maintenant, on a un quart, 2 quarts. Bon, c'est difficile pour nous maintenant. On a 2 quarts ici. Voilà, le demi-quart, c'est pour mon petit frère. Le demi-quart encore, c'est pour une autre petit frère. Voilà, demi-quart pour moi et demi-quart, c'est pour ma maman. Si tu as l'argent là, il y a quelqu'un qui loue comme ça. Un quart, c'est à 20 000 francs. Le demi-quart, c'est à 10 000 francs. Tout juste pour 5 mois ou à 6 mois seulement. En 30 ans, l'effectif des populations autour des aménagements a quasiment triplé. Le gouvernement envisage 10 000 hectares supplémentaires de ce type dans le cadre du projet d'aménagement et de valorisation des investissements dans la vallée de la Benoué, Viva Benoué. Les corrections que Viva Benoué doit apporter, donc, il y en a au niveau de la redistribution, au niveau de l'aménagement, la prise en compte de l'ensemble des utilisateurs de l'espace. Parce qu'une des faiblesses du périmètre actuel, c'est qu'il n'a par exemple pas pris en compte le fait que les éleveurs utilisent également l'espace. Donc il n'y a pas eu de zones de pistes à bétail envisagées, aménagées. Et les éleveurs se retrouvent donc à passer par le périmètre pour amener leurs animaux s'abreuver. Ce qui entraîne la destruction des infrastructures du périmètre et conduit à des conflits de diverses formes. Conflits éleveurs-méadènes, conflits agriculteurs-éleveurs, et ainsi de suite. Aménagement peut-être aussi d'espaces de pêche, parce que la pêche est également une activité phare dans les environs. Donc, voilà. Maintenant, en termes de redistribution, éviter que les populations, les bénéficiaires contrôlent pendant trop longtemps les superficies qui leur sont attribuées, surtout lorsqu'elles sont très importantes, comme cela a été le cas de certaines élites dans le périmètre actuel. Les communautés riveraines des sites de grands travaux routiers et hydro-agricoles dépendent essentiellement de la terre. Leur accès aux modes de subsistance et aux indemnisations conséquentes préoccupe les associations dans le cadre du projet Landcam. Depuis 2019, entre les villages Minglia et Masaka, à 42 km à l'ouest de Maroua, le projet de barrage de Mokong sur le Mayo Tianaga refait surface. Initié en 1976, il était abandonné. Officiellement, les études ont été déclarées peu concluantes. Les études ont été déjà faites. La population est prête. Et là où il faut recaser la population, il y a déjà 2 endroits ciblés. Donc il y a la carrière derrière Mo, il y a vers le village Goulois. Donc il y a 2 endroits qui ont été ciblés pour recaser la population. Si le projet de barrage semble bien accueilli, les populations de Mokong devraient être informées sur leurs droits et sur les moyens de les préserver. Il y a 30 ans, le projet faisait déjà l'objet de vives critiques portées par l'élite de Bogo, localité située à l'autre versant du lit du barrage, à 40 km au nord-est de Maroua. L'élément fondamental pouvant aider les pauvres dans notre zone, c'est la disponibilité de l'eau. Maintenant, on n'aura pas, quand il y aura retenue d'eau au niveau du barrage de la Maliki, on n'aura pas suffisamment de l'eau pour nous-mêmes et pour nos bétails. Voilà un handicap. Des alternatives. Soit orienter le projet de barrage de la Maliki ailleurs, en l'empêchant de descendre dans notre zone, ou bien l'empêcher totalement.
7 projets de barrages sont en étude dans le Septentrion, conduits par la mission de développement intégré des monts Mandara, la MIDIMA. Ils permettraient d'améliorer de manière considérable la disponibilité en eau et la production agricole pendant la saison sèche qui dure 7 mois par an dans la zone soudano-sahélienne. Il pourrait aussi renforcer la pression foncière dans un milieu où la terre adaptée à l'habitat et à l'agriculture se fait déjà rare, en plus d'être inégalement répartie. On va se retrouver avec certaines populations qui n'ont pas de terre pour faire des champs, tandis que d'autres ont peut-être 100 ou 50 hectares à eux seuls. Et en zone rurale, il y a les populations ignorent souvent cette loi foncière déjà, ne savent pas comment faire pour immatriculer leur terre, même quand ils ont la possibilité, de le faire. Donc on peut aussi situer l'insécurité à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que de temps en temps, il est souvent important pour nous de faire des sensibilisations, des formations concernant déjà la maîtrise de ces droits-là. À quelques kilomètres de Mokong, le camp des déplacés internes de Zamaï. Avec le site de réfugiés de Minawao, ce peuplement a fait exploser les chiffres des résidents dans le département du Mayo-Tianaga, frontalier avec le Nigeria, où sévit la secte Boko Haram. Nous sommes tout le camp, par exemple, camp 1 et camp 2, 3 et 4, 5, 6 camps. Bon, nombre de totalement 4880 âmes. Tout le nombre de déplacés internes de Zamaï. Lui, là, c'est cher. À cause de ça, il y a mon autre frère, à cause ici, Zamaï, à cause 35 km. Parce qu'il y a notre frère, j'ai envoyé mon argent. Il doit aller cultiver un peu de champs là-bas, 2 quarts. 2 fils, il doit aller partir me cultiver là-bas. Scolarité commence là, il est déjà arrivé. C'est ça que chaque année j'ai fait ici. J'ai arrivé ici 4 ans là, seul de ça. Je n'ai rien vu, le champ. Tous les jours, je suis à la maison. Il n'y a pas, même c'est eux-mêmes insuffisant le terre. Tu ne trouves pas ici à Zamaï le terre. L'accroissement de la demande en terre restreint, de manière systématique, les espaces vitaux des communautés, tenus désormais à interagir avec d'autres prétendants à la propriété foncière. L'argent, mais on n'a pas trouvé. La terre, même, on n'a pas trouvé. Jusqu'à présent, c'est ça que notre doléance arrivée chez vous. Pour le problème de champ, qu'il y a un certain Lawan qui les a escroqués avec un montant de 1 214 000. Bon, l'affaire est traduite au niveau de la justice pour le règlement. Ce conflit, ça montre que, n'est-ce pas, il y a un manque de terrain, n'est-ce pas, cultivable, n'est-ce pas, dans nos secteurs. Et comme il y a encore, n'est-ce pas, un ajout de la population, notamment, n'est-ce pas, les déplacés, vous savez que ça va engendrer, n'est-ce pas, toujours ce genre de problèmes. Donc, automatiquement, il faut donc, n'est-ce pas, chercher à régler ce genre de problèmes, soit à faire compensation à la population autre qu'on a trouvé, puisque eux-mêmes qui sont là sur place, ils n'ont pas de terrain cultivable. Ils sont au nombre peut-être, n'est-ce pas, de 2000, 3000. Maintenant, encore d'autres personnes au nombre de 4000 viennent encore s'ajouter sur ces dons, n'est-ce pas, qui sont sur place. Imaginez vous-même, n'est-ce pas, la suite. Le droit coutumier et le droit moderne s'entremêlent dans une gestion entourée par la suspicion de partialité et de conflits d'intérêts. Ce que l'on constate, c'est que très souvent les droits coutumiers et le droit étatique sont différents, voire contradictoires. Et c'est donc cette vocation à s'appliquer chacun sur les mêmes espaces, sur les mêmes personnes et sur les mêmes ressources qui conduit à des conflits. On a moins de 20% du territoire national qui est recouvert par des titres fonciers. Après un siècle, plus d'un siècle d'application du titre foncier au Cameroun. Et d'un autre côté, ces 20% à peu près du territoire national génèrent 50 à 60% des affaires devant la justice. Donc ce n'est pas une source de sécurité. Si on continue de laisser la spéculation se développer sur la terre et déposséder les populations, on aura de moins en moins de bras producteurs de cultures vivrières et on sera encore plus dépendant dans l'avenir des importations de produits agricoles.
Regardons tout cela et voyons quelle est la place que le foncier peut apporter comme contribution à la solution de cette question. The issue that seems to us very, very important is about how to guarantee secure land rights, secure land tenure, for everyone. Because as you know, in Cameroon, for you to be recognized as the owner of the land, you must have a land title. But almost 85% of the land in Cameroon is under the customary regime. So, one of the most important issues will be to say, how can the law recognize and protect customary land ownership without necessarily relying only on the land title for you to be recognized as owner of the land? Dans le cadre de la réforme foncière débutée en 2011, les organisations de la société civile impliquées dans le projet Landcam ont publié une note de politique foncière déclinée en 8 propositions phares. Elles devraient, si elles sont adoptées, garantir des droits fonciers sécurisés à tous les acteurs, aussi bien dans le septentrion que sur toute l'étendue du territoire camerounais.